En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui et plus particulièrement pour nous. C'est le sujet de l'intrapreneuriat. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez Lyon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en quelques mots, juste très rapidement, on est l'école de l'ère entrepreneuriale. Alors, si on se définit comme ça, c'est pas pour signifier que tout le monde doit devenir entrepreneur, loin de là, mais on pense que chaque individu peut être entrepreneur dans sa vie professionnelle et donc essayer d'être épanoui dans son travail, dans son quotidien. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est la raison pour laquelle on a eu un grand plaisir de discuter avec François et de venir faire partager avec vous aussi son expérience, son retour. Parce que je pense aujourd'hui pouvoir dire, François, que tu es épanoui dans ton travail et ça fait quelque temps déjà que tu as aussi mené ce projet d'intrapreneuriat. Donc voilà, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Pour commencer, peut-être très rapidement, pour que tout le monde te connaisse également, est-ce que tu veux nous dire quelques mots un petit peu sur toi et sur le projet, le fameux projet Mobilize, pour voilà un petit peu les prémices, on va dire, et juste en quelques mots, qu'est-ce que ça concerne et comment vous avez eu l'idée de ce projet. Alors le difficile dans ta question, c'est surtout de faire très court parce que c'est quand même 10 ans importants de ma vie, les 10 dernières années. Donc, moi j'ai une formation d'école de commerce, et d'économie. J'ai commencé ma vie professionnelle chez Michelin, à l'international et dans le business, le marketing, la vente, ce qui m'a conduit en Corée du Sud où je me suis occupé de la filiale. Puis j'ai quitté, Michelin, je suis rentré chez Renault avec, toujours la même passion pour, l'automobile, et là, j'ai exercé diverses fonctions, souvent d'ailleurs dans l'intrapreneuriat et j'expliquerai un petit peu pourquoi, comment. Et en fait, il y a 10 ans, guidé par, à la fois une profonde quête de sens et d'alignement personnel, et puis aussi, voilà, suite à un petit accident personnel de la vie qui m'était arrivé en 2002 quand j'ai eu un cancer, je m'étais dit: «Il faudrait que je mette, vraiment un jour du sens dans ma vie» et heu et donc j'ai décidé de rejoindre la direction de la RSE pour monter un programme de social business. Au début, je savais pas très bien où on allait. J'avais juste envie de mieux connecter business et sens et notamment, comment faire reculer la pauvreté par le business et notamment par la mobilité. Voilà et c'est ce que je fais depuis 10 ans, on en parlera tout à l'heure. Super. C'est vrai que cette question de justement quand tu as mis les pieds un petit peu à tâtons dans ce projet, c'est assez marrant. Moi, j'aimerais bien avoir ton ressenti sur justement quand tu es arrivé, quelle est la vision que tu en avais et du coup, est-ce que en fait est-ce que c'est devenu maintenant aujourd'hui 11 ans après? Bon, je me doute de la réponse, mais est-ce que c'est finalement ce que vous aviez visualisé il y a 11 ans auparavant ou finalement quelle était la vision au départ que vous aviez et qu'est-ce que ça en est devenu aujourd'hui? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, comme toujours dans la vie, on a des inspirateurs et il faut se laisser inspirer et on a des mentors ou des gens qui nous éclairent des chemins. Donc, pour ma part, mon inspirateur, j'ose le dire, c'était Emmanuel Faber, le patron de Danone, qui a initié des choses, que j'ai trouvées super intéressantes chez Danone et ça a été aussi, Bénédicte Avignon qui était, directrice de la chaire entreprise et pauvreté d'HEC, qui a aussi creusé ce sillon depuis longtemps de entreprise, pauvreté, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Bon, ça c'est le premier point. Ça veut dire que j'avais, quelques exemples concrets Mm. de ce que ça pouvait devenir, chez d'autres. Ensuite, très vite, je me suis dit, que la vision, c'était, que l'entreprise Renault, était sur un sujet clé de l'accès à la pauvreté, enfin du recul de la pauvreté, de l'accès à l'emploi, c'est celui de la mobilité. Pas besoin d'être plus, détaillé, mais pas de mobilité, pas de travail souvent, donc la mobilité est vraiment un facteur de blocage dans beaucoup de cas Ouais. et donc je me suis dit qu'on avait une vraie responsabilité sociale, et la vision que je pouvais avoir, c'était que l'entreprise, dans son ensemble, dans toutes ses facettes, puisse contribuer à, dans différents métiers, à inventer des modèles économiques, le plus largement possible. 2e partie de cette vision, c'était que donc non seulement l'entreprise soit contributive, mais qu'en plus ces sujets transforment l'entreprise. C'est-à-dire que on change aussi l'état d'esprit et qu'on contribue à faire de l'entreprise une collectivité
plus bienveillante, encore plus humaine. Renault est plutôt une entreprise très humaine, mais encore plus. Et puis ma troisième partie de la vision, c'est que, on a un rôle, modèle, enfin on est rôle modèle quand on est une entreprise, la preuve Danone et quand on peut, jouer ce rôle d'inspirateur d'autres entreprises à faire la même chose et ben, c'est bien et donc je trouve que, voilà, c'est ça les trois facettes de cette vision que j'avais. Super. Et donc tu parlais beaucoup d'état d'esprit et je trouve que c'est très important, surtout quand on a, quand on travaille dans un grand groupe, même quand on parle de start-up. Mais c'est vrai que souvent, on oppose souvent les entreprises plus traditionnelles, on va dire, aux start-up. Parfois, on dit que les unes sont plus rigides, les start-up sont plus agiles, certaines sont plus centralisées, d'autres distribuées. On parle souvent de se réinventer. Donc, c'est un peu cette notion d'état d'esprit dont tu parles au quotidien, de se dire qu'il faut innover en permanence. Danone est un très bon exemple, notamment. Est-ce que toi, du coup, tu penses que vous avez réussi, grâce à ces projets aussi intrapreneuriaux, de transformer en fait et de se réinventer? Est-ce que justement, depuis ces 11 ans, tu as vécu justement cette transformation de l'entreprise? Comment ça s'est... donc, tu parlais d'état d'esprit. Est-ce que ça a été sur le long terme, ça a été quelque chose que tu as pu percevoir aujourd'hui au sein du groupe Renault? Alors Zoé, je pense que, tous ceux qui participent de la transformation, surtout dans une grande entreprise, on sait qu'il faut être, extrêmement humble, extrêmement humble. On participe, on pose des briques, on apporte on crée des brèches qui sont facteurs de transformation, mais les choses changent lentement. Donc je suis extrêmement conscient, que les choses qu'on apporte ont fait bouger les lignes. Je pense sincèrement, que beaucoup de gens ont compris l'importance, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, l'importance de la co-construction, l'importance de développer des projets à impact social, l'importance de la responsabilité au cœur du business, que la responsabilité sociale de l'entreprise, la fameuse RSE, c'est pas une cerise sur le gâteau, ça doit être la pâte, on dit souvent le levain dans la pâte, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est, dans Au cœur. l'entreprise, dans tous ses métiers. Ces transformations, elles se font de façon très progressive. Moi, j'ai essayé et je continue d'essayer et j'ai pas fini d'essayer, de créer des espaces, des initiatives qui accélèrent, qui produisent de la transformation. Par exemple, quand on a créé, la société d'investissement Mobilise Invest, alors maintenant on est en train de changer de nom, tu le sais puisque Mobilise le nom a été repris par le directeur général de Renault pour en faire le nom d'une business unit, de service. Donc nous sommes en train de changer de nom, mais donc Mobilise, c'était jusqu'à présent le nom du programme d'entrepreneuriat social qu'on a bâti. Et donc cette société d'investissement est un vrai facteur de transformation parce que elle apporte le mindset de l'entreprise et de la start-up, l'agilité, hein, par le fait on propose à des cadres de l'entreprise d'être mentors de chaque investissement que l'on fait. Ensuite, on a créé un comité d'investissement, avec des cadres dirigeants de Renault et en fait, dans ce comité d'investissement, les gens ont pu, observer ces changements et l'impact social et l'impact économique, c'est compatible et donc à chaque fois qu'on fait ça, on crée des leviers de transformation, de gens qui s'ouvrent, qui découvrent autre Ouais. chose, qui sont, voilà. Donc les projets qu'on a montés, qui au départ paraissaient des projets un peu boy scout, j'ose le dire, quand, on développe des garages solidaires, on dit: «C'est vachement sympa» et cetera. Sauf qu'on découvre combien c'est un facteur d'innovation. Donc l'innovation aussi fait bouger les lignes et démontre à l'entreprise que, l'innovation, notamment par la co-construction de projets avec le monde extérieur, Pôle emploi et cetera, ouvre les yeux à beaucoup de collaborateurs de Renault qui découvrent qu'on peut faire, des choses avec d'autres, qu'on n'imaginait pas et qui sont en rupture par rapport à des modèles existants.
Totalement. Et justement, quand tu parles de ces employés et ouvrir les yeux et l'état d'esprit de tout le monde, est-ce que ça, c'est quelque chose qui me paraît important quand on commence, surtout que toi, c'était il y a 11 ans, du coup, donc c'était pas forcément la même actualité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat. Mais il y a 11 ans, c'était peut-être un petit peu les débuts. Comment tu as fait, enfin, ou comment, bah, toi, tu disais justement, tu as été inspiré par des grands de d'autres entreprises. Comment toi, tu as fait pour justement bah, essayer de construire ta petite équipe, essayer d'embarquer des gens dans ce projet. Donc, tu me disais au départ, tu étais tout seul. Comment ça s'est passé pour justement mener ce projet à bien? Est-ce que tu as été amené voilà, à essayer d'embarquer des collaborateurs avec toi? Comment tu as fait pour les motiver, pour les embarquer dans cette passion, enfin dans ce projet qui est quand même assez, faut être un petit peu passionné et dédié à ce projet. Voilà, comment tu as réussi à construire ta petite équipe autour de toi pour mener à bien tout ça? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que j'ai quand même été, invité, je suis allé taper à la porte de la directrice de la RSE de l'époque et qui avait déjà commencé à réfléchir au sujet de, social business, c'est intéressant, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc j'étais pas seul et elle avait déjà commencé à ouvrir le sujet et la réflexion. Donc ça, c'est important. Donc j'avais, plus qu'un sponsor, j'avais un allié avec moi qui était ma N+1, et qui avait compris le sujet. Ensuite, je dirais que l'un et l'autre et ensuite très vite un collaborateur qui est venu me rejoindre dans l'équipe, on a dessiné les futurs. C'est-à-dire on a imaginé, un peu les socles de ce qu'allait être ce programme Mobilise autour de 3 piliers. Un pilier, sur un pilier éducation et justement, on avait décidé de s'allier avec une grande école qui était un peu précurseur dans la recherche, c'était HEC en l'occurrence. Ça aurait pu être l'ESSEC qui était, encore plus précurseur, mais qui avait inauguré les sujets de relations social business. Donc on s'est allié à HEC, ça nous a énormément aidé. Donc on avait un appui académique quelque Ouais. part. Le deuxième angle, c'était un angle investissement et on a très vite choisi, de proposer à la direction générale de créer une société d'investissement, un peu pour toutes les raisons que je viens de te préciser. La capacité d'une société d'investissement à innerver, à diffuser l'esprit d'entrepreneuriat social. Et la troisième, c'était d'imaginer des projets. Et moi, comme je venais du business, ben, j'ai eu une approche très marketing sur la façon de créer des projets, c'est-à-dire en allant à la base. Et d'ailleurs, on dit souvent que le social business est un moyen de revenir aux basiques du marketing. Parce que pour comprendre des gens qu'on ne connaît pas et qui sont en dehors de nos radars, on est obligé d'aller à leur écoute. Et Mm. c'est ce qu'on a fait. On a fait des focus group, etc. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai embarqué des gens du commerce en leur disant, bah, tiens, on a fait ça, est-ce que tu viendrais avec nous? Et je savais que, et ça, c'est quelque chose pour les auditeurs qui est super important à garder en tête, c'est que un intrapreneur, quelqu'un qui prend des initiatives dans son entreprise, il travaille pas pour lui. Il travaille dans l'intérêt de l'entreprise. Il travaille toujours pour l'entreprise. Et donc, autant j'avais la conviction et j'étais guidé par la conviction que c'était bon pour la société, mais aussi que c'était bon pour Renault. Il fallait que j'ancre tout ce que je faisais dans l'entreprise. Et donc très vite, les projets de garage solidaire, ben, je venais du commerce, je les ai greffés au commerce de Renault. J'ai embarqué des gens du commerce de Renault et petit à petit, on s'est fait un tissu d'acteurs internes qui ont collaboré. Et puis, en parallèle de ça, je passais mon temps et je continue à passer mon temps à identifier au sein de Renault, notamment parmi les dirigeants, des sponsors. Et là, j'ai eu plein de surprises de gens que j'imaginais pas être autant supportifs de notre initiative et en fait, d'ouvrir la parole sur, l'impact social dans une entreprise dans laquelle c'est pas un sujet et ben, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui vous disent: «Mais c'est super, moi aussi ça m'intéresse, si le jour où tu as besoin de moi, tu hésites pas, tu m'appelles». Voilà, c'est comme ça qu'on se fait un réseau interne de sponsors qu'on utilise au gré des circonstances. Super, bah, c'est super intéressant et c'est vrai que ce soutien est très important finalement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et comme tu le disais, ça se construit aussi sur le long terme. On en discutait, je me souviens quand on était au téléphone, tu me disais, c'est vrai que il y a pas un âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai il y a peut-être une expérience à avoir au préalable dans l'entreprise pour être bien entouré.
Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de toi, ton expérience, ton ressenti, comment tu l'as vécu? Donc, tu nous le disais déjà, tu as été un petit peu invité sur ce projet, mais l'importance finalement de mobiliser son réseau, pour toi, est-ce que c'est très important finalement dans un projet entrepreneurial? Tu as déjà un petit peu répondu à cette question, mais voilà, est-ce que ton ressenti, c'est quand même un conseil que tu pourrais donner, c'est d'être bien entouré, j'imagine? Bah, en fait, je pense que être intrapreneur dans une entreprise, hem, enfin, c'est pour initier quelque chose et être crédible et arriver à le porter, c'est obligatoire d'avoir un réseau. Si on n'a pas un réseau interne qui permet d'aller, taper à différentes portes, solliciter des gens, y compris et notamment de haut niveau, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un projet intrapreneurial, par définition, c'est un projet qui n'a pas été impulsé par la direction générale, par le haut. C'est un projet qui vient du middle management qu'on est, et un jour, on porte une vision. Donc, encore une fois, moi, je suis allé voir la directrice de la RSE, qui avait déjà commencé un peu à réfléchir au sujet, qui avait entendu parler de social business. Et donc, il y a eu ce matching naturel à un moment donné, bon, qui est l'histoire d'une vie, en fait. Mais ensuite, il a fallu aller créer, imaginer, dessiner les contours et surtout les faire valider par le haut. Si on n'a pas des bons contacts, un bon réseau, c'est très très compliqué. Donc, par exemple, j'imagine que pour un très jeune sortant de ses études, arriver dans une grande entreprise sans réseau, porter un projet comme ça, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc, c'est très important d'avoir un réseau. Et puis, c'est très important de bien comprendre l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de marketing. L'intrapreneur qui porte une idée, l'idée, elle doit être ancrée dans un besoin. Donc, il y a un aspect marché, bien sûr, si c'est un projet de business, et elle doit être ancrée dans le, dans le projet de l'entreprise. Hein. Donc, il faut bien connaître l'entreprise, bien comprendre les ressorts de l'entreprise, les rouages, le modèle économique, pour arriver à identifier euh, des zones à potentiel de nouveaux business qu'on va aller développer. Totalement. Je ne Et sais pas c'est si vrai je que réponds correctement à ta question. si, oui, oui, c'est assez clair. Il y a des réactions dans le chat. Je sais pas d'ailleurs si tu vois le chat ou pas, mais il y a quelques réactions dans le chat. Et c'est vrai que je rebondis aussi sur cette notion quand tu parlais toi, tu avais un background aussi un peu marketing, sur cette notion de besoin. Nous, on dit tout le temps, c'est essentiel en fait de se focus avant toute idée. En fait, on parle pas d'idée, on parle d'un problème avant tout, de se concentrer sur l'utilisateur, sur notre client au final, définir son besoin, son problème. Et c'est de là que peut naître un projet intrapreneurial. Donc vous, j'imagine que c'est de la manière dont vous avez aussi fonctionné. Ouais. Alors oui, et quand on est en permanence ancré dans le besoin, enfin j'aurais vraiment plein d'exemples à te partager, mais ou à partager aux auditeurs, mais on se rend compte qu'il faut être agile parce que parfois on se trompe complètement. Je vais prendre un tout petit exemple. Avec plaisir. On a donc aujourd'hui on a développé plusieurs projets à impact, donc des garages solidaires, une location avec option d'achat, des accessoires équitables. Là, on est sur un projet en Afrique de mobilité partagée électrique en zone rurale, donc dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Mais à chaque fois, on a cru que on est parti sur une idée, on a cru que la voie était la bonne, et en fait, en permanence, le contact du terrain oblige à pivoter ou à adapter le modèle, comme une start-up en fait, qui souvent la, la- Test. le résultat de l'entreprise 10 ans après n'est pas celle que forcément qu'elle avait au départ. Et nos garages solidaires, un petit exemple, il y a 4-5 ans, donc on a commencé par la réparation à prix coûtant pour des publics fragiles. Et puis on s'est rendu compte que les voitures étaient dans un tel état de cette clientèle vraiment fragile financièrement qu'il fallait qu'on trouve une autre solution. Les voitures étaient tellement en mauvais état que parfois il fallait plus les réparer. Et donc on a cherché dans le champ de la voiture d'occasion, c'était très compliqué pour plein de raisons techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et un jour, on a eu l'idée de créer une proposition de location avec option d'achat, de location longue durée, Ok. de voitures neuves, Dacia en l'occurrence, donc pas cher, accessible avec un microcrédit. Imaginons des gens qui n'ont pas accès au crédit parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, pas assez de stabilité de revenus, mais ils peuvent accéder au microcrédit. Eh bien, on prend ce microcrédit, il sert de premier loyer majoré vis-à-vis de notre banque, la Diac, Mhm. et on propose, pour le prix d'un remboursement de microcrédit, une voiture neuve. C'est génial, parce que on passe de la voiture qui est tous les jours une menace de panne, donc de coût
financier pour le bénéficiaire à une voiture neuve qui donne de totalement. la fierté, qui est sûre, qui est garantie, etc. Et en fait, au départ, cette offre, on pensait qu'il fallait qu'on la package. On voulait mettre dedans à la fois la location de la voiture, le remboursement, mais aussi le parking, l'essence, plein de choses. Et on avait constaté que le coût global de la voiture avec l'offre qu'on voulait faire était très inférieur au coût global de la voiture d'une voiture d'occasion ancienne. Et on a proposé ça aux clients. On l'a testé, on a fait des focus group, tout le monde nous disait génial votre offre. Quand on l'a mise sur le marché, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens comparaient les offres qu'ils voyaient dans la rue avec telle voiture à 100 euros par mois, avec nous l'offre qu'on leur faisait à 250 euros par mois. Mais Mmh. dans les 250, il y avait tout. Et en fait, il disait, ben, on est en train de se faire voler. Il a fallu qu'on décontente complètement l'offre et qu'on pivote, qu'on bouge, voilà. Donc, être au contact du client, c'est majeur et ça oblige aussi à être agile dans sa tête et à se dire, Totalement. je suis d'abord à l'écoute de ce que mon client veut. Ouais, totalement. Et c'est, Surtout qu'on les connaît peu, les clients, exactement. Ah quand on ouais. n'est pas dans nos radars habituels. Ah non, mais ça, c'est certain. Et c'est déjà top que vous ayez au final fait des focus group parce que même si ça vous donnait une première idée, c'est toujours cette philosophie de tester et réitérer si ça fonctionne pas au final. Exactement. Et ça, ça me permet de rebondir aussi sur quelque chose enfin, que moi je trouve très important et je pense que les participants trouveraient aussi très intéressant. C'est cette notion justement de comme on doit tester, on doit être agile, on doit réitérer tout le temps en fonction des résultats et des retours que l'on a du client. C'est un peu cette notion de culture du risque au final et se dire finalement est-ce que c'était accepté alors je parle d'il y a 11 ans peut-être au démarrage est-ce que cette culture de alors j'aime pas le terme culture de l'échec donc je vais plutôt dire culture du risque plutôt se dire bah en fait on va tenter quelque chose on va tenter un projet on va tenter un nouveau produit marketing on va tenter quelque chose si ça fonctionne pas justement il faut être agile il faut rebondir etc dans certains grands groupes, on nous dit souvent bah ouais, mais moi, c'est pas accepté dans mon entreprise. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, tu l'as vécu est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit, bah voilà, comment je peux faire pour justement essayer de changer cette culture et essayer de dire à tout le monde, en fait, il faut oser pour pouvoir faire preuve d'innovation finalement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et surtout, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui aujourd'hui disent finalement, on nous dit de faire des tests, on nous dit d'être innovant, on nous dit de risquer, mais cette culture, finalement, elle n'est pas très française et elle n'est pas trop encore présente dans les entreprises. Parce qu'on a peur de se faire taper sur les Euh, doigts au final. c'est totalement vrai. Alors, encore une fois, je suis pas en train d'asséner une vérité, hein, Non, bien évidemment, sûr, bien sûr. mais vraiment partager mon expérience. Et je crois pouvoir dire que, en effet, on n'est pas, si on est intrapreneur, c'est-à-dire si on a cette envie de passer à l'action, enfin de transformer en dessinant et en faisant avancer des projets qui ne sont pas forcément des projets qui sont portés par le haut, enfin qui ne sont pas des projets poussés par le haut de l'entreprise, mais des projets dans lesquels on croit, ça demande de pas vouloir faire carrière. Faire carrière, ça veut dire, voilà, avoir une part de tactique dans sa vie professionnelle pour choisir les emplacements dans lesquels on va apprendre, on va, composer finalement un parcours qui va conduire à des jobs à responsabilité. Moi, je trouve que quand on fait ce choix de l'intrapreneuriat, on fait le choix de la prise de risque et surtout on fait le choix de creuser des sillons dans la durée. Je le répète, ça se fait pas Bien en 1 sûr. an, il faut du temps, on rebondit, on co-construit, on tâtonne, bon. Donc qui dit durée, dit effectivement renoncement à d'autres formes de carrière. Alors pour autant, je suis super épanoui et on n'est pas obligé d'être, enfin il y a pas que il y a plein de façons d'être épanoui dans une entreprise évidemment. Donc ça c'est le premier point. Pas avoir peur de l'échec, c'est obligatoire. C'est-à-dire que c'est le corollaire de ce que je viens de dire, mais on se plante évidemment qu'on se plante parce que on se retrouve avec plein d'obstacles qu'on n'imaginait pas. C'est vrai dans toute vie professionnelle, mais là particulièrement. Et souvent on dit, bah, tu vois, je te l'avais bien dit. On rencontre plein de gens qui disent, tu vois, je te l'avais bien dit que ton truc ça marcherait pas.
Et donc, en permanence, il faut rebondir, trouver une solution, une porte de sortie, un rebond. Donc, je dirais dans les conseils, résilience, immense détermination, oser, ça c'est clair, c'est-à-dire que se dire ça marchera pas, ça c'est le meilleur moyen de pas y arriver. Vous connaissez tous cette fameuse phrase, si j'avais su que c'était impossible, je l'aurais pas fait. Mais c'est vrai que oser en se disant j'en ai envie, j'y crois, je crois que c'est bon pour l'entreprise, donc je vais avancer dans ce sens. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc aussi de la patience, ça va avec la résilience. Savoir que parfois, ben, un mauvais coup, ça veut pas dire un échec et que l'échec, Totalement. c'est pas un échec à court terme. Enfin, perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre. Donc, il faut aussi être très patient. Moi, je trouve qu'il faut être vrai, c'est-à-dire que tout le monde a pas vocation à porter des projets comme ça. Donc, il faut pas se dire que c'est la seule voie du bonheur et de l'épanouissement. Il y en a plein. L'important, c'est d'être vrai et d'être soi-même. Si on sent qu'on a des choses à porter, il faut le faire. Si on sent qu'on a envie de porter des projets, il faut le faire. Et c'est ça l'épanouissement au fond, c'est d'assumer ce qu'on a envie d'être au fond de soi. Mmh. Et en revanche, Non. dire l'entreprise ne le permet pas, moi je pense que c'est pas vrai. Toute entreprise le permet si c'est bon pour l'entreprise. Moi j'avais un patron qui me disait toujours, il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des mauvais assaillants. Et au fond, c'est un peu ça ce que j'aurais envie de dire. Super. Bah, c'est marrant parce que du coup, ça fait un peu écho avec les commentaires dans le chat. Sabrina qui nous dit passion, pédagogie, résilience. Effectivement, c'est vrai que c'est les plus grandes qualités, je pense, Mmh. les soft skills, mais les qualités de quelqu'un qui a un projet à tenir. Alors Sabrina, n'hésite pas à répondre dans le chat. Peut-être que Mmh. toi aussi tu as un projet ou à venir sur scène aussi si tu le souhaites. Et avec grand plaisir, on prendra vos questions. Tu as peut-être un projet justement intrapreneurial, vu que tu disais stop and go, effectivement. Il faut tenir bon, c'est Mmh. totalement vrai. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on dit souvent, nous. Alors, bon, après, c'est challengé, c'est souvent voilà, remis en question, etc. Mais nous, on dit souvent, donc en anglais, don't take it personally, et du coup, en français, ne le prenez pas personnellement. Souvent, peut-être que comme c'est un petit peu voilà notre projet, alors il y en a qui peuvent dire aussi notre petit bébé, parce que c'est le projet qu'on a construit depuis le début, c'est le démarrage, on y met tout cœur et âme. Et en fait, au final, il faut surtout pas quand il y a quelque chose qui arrive, un petit pépin, finalement quelque chose qui est pas validé par la hiérarchie, etc. Je pense qu'un conseil, en tout cas que je pense nécessaire, c'est vraiment de se dire ce n'est pas nous. Il y a vraiment une barrière entre le projet et nous en tant qu'individu. Et du coup, de ne pas prendre les choses personnellement, c'est pas nous qu'on attaque, c'est vraiment ça, c'est l'un des défis, je pense, de l'entrepreneuriat, parce qu'on est tellement à fond dans ce projet qu'on peut avoir cette difficulté à différencier en fait le projet et nous au final. Je sais pas si toi, François, t'as Ah, été confronté à ça, si tu l'as vécu ou si tu penses alors que c'est important. Mais... c'est ce que tu dis est absolument vrai. Il se trouve que j'ai la joie d'être en même temps, c'est un tout petit bout de ma vie professionnelle, mais d'être coach interne Super. au sein de Renault, donc d'accompagner des gens dans leur et cette question qui est au cœur d'un des 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez les accords Mhm. Toltec. Si vous les connaissez pas, je vous encourage d'aller les lire. C'est vraiment, des 4 piliers de vie Totalement. extraordinaires et un des accords Toltec est justement de dire: «N'en fais jamais une affaire personnelle», donc de dissocier, la critique, personnelle, enfin la remise en question personnelle et la remise en question du sujet qu'on porte. Donc oui, fondamentalement vrai et puis surtout quand on accepte que de faire quelque chose qui est audacieux, qui est donc risqué et qui donc expose à la critique, bah, la critique on la prend et puis la critique, il faut toujours en prendre, sa part positive. Il y a des signaux faibles à détecter, ou forts, enfin peu importe, mais il y a des signaux à détecter dans une critique. Si on entend quelque chose qui est vrai, ben, il faut le prendre et si en plus c'est convergent avec d'autres points qu'on entend, ben, on se dit: «Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse bouger». Donc c'est jamais neutre mais simplement effectivement ne pas se laisser ébranler personnellement par, des choses qu'on entend. Donc oui, ça fait partie du rebond, de la résilience, ça fait partie de tenir bon que mentionne Sabrina. C'est pour ça que
je vois Christophe qui dit: C'est là pour concilier passion et carrière». Oui, complètement vrai, mais au fond, la passion, est un moteur, c'est un carburant pour alimenter le moteur, mais aussi l'intérêt d'entreprise. Moi, je pense que, dans le Totalement. sujet tu disais, «C'est mon bébé», ça, c'est quelque chose, en tout cas pour ma part, qui est très important, qui est que, ne jamais faire de Ouais, son projet. Son projet, c'est pas le sien. On est là pour le porter, pour lui donner de l'ampleur, mais très vite, comme dans une entreprise, celui qui crée sa start-up et sa start-up, c'est lui ou elle, ouais, à la fin, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème d'équilibre, d'incarnation, de diffusion, de co-responsabilité, voilà, d'énergie partagée. Si on en fait son truc et que l'entreprise, c'est soi, c'est risqué. mmh, Moi, j'ai toujours voulu que les projets soient les plus ouverts possibles. J'essaie vite de faire rentrer des talents enfin des gens qui ont du potentiel pour, faire grandir les sujets et puis, par exemple, aujourd'hui, j'ai un collègue que j'ai fait rentrer dans l'équipe il y a 3 ans, 2 ans et OK. demi, et c'est lui aujourd'hui qui porte les garages solidaires. Bah, je me dis: «Tant mieux», puis il sera certainement très bon pour le faire. Il va apporter plein de choses que je n'ai pas vues. Et j'en suis très heureux et c'est comme ça, je pense qu'il faut faire grandir les projets, pas en faisant ses bébés. Sinon, ben, Ouais. le jour où on part, il y a plus rien. Ouais, totalement, je suis totalement d'accord. Et je rebondis juste sur quelque chose que tu disais. Alors, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, et après, je reviendrai sur la question des talents aussi. Euh, Quelque chose, bon, c'est toujours dans le sujet, hein, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'était ma manager qui m'avait dit ça à l'époque et qui m'avait dit, moi, je délèguerai toujours en tant que manager ce que je sais faire, puisque moi, en fait, j'ai toujours envie de continuer d'apprendre. Et du coup, donc, en fait, l'important quand on est aussi dans un projet comme ça de grande ampleur, et c'est exactement ce que toi, tu as fait visiblement, c'est de finalement savoir déléguer. Et du coup, de ne pas se dire c'est son projet, mais vraiment savoir déléguer au final à ses équipes. Et surtout savoir déléguer ce que l'on sait faire pour pouvoir continuer d'apprendre et être toujours dans ce cycle d'innovation finalement d'apprentissage perpétuel. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel t'es plus ou moins d'accord, ou finalement déléguer, c'est pas la vision que tu en as? En fait, ce que tu dis me touche, enfin, c'est quelque chose qui est important, mais plus que dans le mot «délégué». Dans mon acception, Ouais, hem, pour moi, c'est il y a plus quelque chose de l'essaimage, c'est-à-dire du partage, de la co-construction et de l'empowerment, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, embarquer des gens pour qu'ils prennent un bout du sujet et qu'ils le portent. C'est pas déléguer, c'est pas, je lâche un peu de pouvoir. Ça va beaucoup plus loin que ça, à mon ouais, avis, parce que je suis totalement convaincu que, ce qui fait le succès de l'entreprise, c'est l'énergie qu'on met et la motivation. Et la motivation, elle dépend du champ de responsabilité qu'on donne aux gens. Et donc, plus on leur donne du ch plus on élargit le champ de la responsabilité, quitte à prendre des risques d'ailleurs, parce qu'ils peuvent se tromper, puis ça peut poser des problèmes à l'entreprise, mais l'avantage est bien supérieur au risque, à mes yeux en tout cas. Et donc, là, l'idée, c'est de dire, ben, on a monté quelque chose, tiens, c'est toi qui portes le sujet maintenant. Donc, il faut bien choisir évidemment les gens qui vont le porter, mais en leur disant, voilà ce que j'ai voulu faire. Bon, essaye de pas dénaturer l'intention. Ça fait partie du choix de celui qui va porter ou de celle. Mais une fois que c'est fait, c'est l'autonomie, et c'est le champ qu'on va laisser aux gens qui va faire qu'on va donner de l'élan. Le fait de déléguer, à mes yeux, c'est souvent quelque chose d'un peu castrateur. C'est-à-dire qu'on continue à tenir les ficelles et ça coupe, cette énergie créatrice de chacun. mmh. Super Je sais pas intéressant, si c'est je vrai. réponds, Si, si, totalement. Bah, parce que pour résumer, du coup, si je comprends bien, et c'est totalement, je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis, c'est justement cette notion de empowerment plutôt que justement de délégation. C'est vraiment rendre les gens honneur de leur sujet, et d'essayer de les accompagner au mieux. Finalement, c'est un peu cette notion je sais qu'il y a souvent ce parallèle entre finalement qu'est-ce que c'est un bon manager. Il y a ces notions de manager coach, de servant leader. C'est un peu cette notion-là d'accompagnement plutôt que de délégation, effectivement. mais dans l'entreprise, on veut tout en même temps. C'est-à-dire qu'on a envie de ça, donc on parle beaucoup de manager coach, d'empowerment, machin. Mais à côté de ça,
malheureusement, on met plein, plein, plein de leviers de contrôle. C'est-à-dire qu'on fait, du reporting, machin. Donc d'un côté, on dit, soyez créatifs, soyez manager et autonomes et avancés, et de l'autre côté, on crée plein de KPI, plein d'outils pour qu'on soit sûr d'en haut que l'entreprise fonctionne comme on le veut. Du coup, on casse des espaces d'innovation. D'ailleurs, nos sujets sont pour ça des espaces incroyables d'innovation. L'entrepreneuriat, ça doit être valorisé parce que c'est un espace d'innovation, c'est-à-dire un endroit où on peut laisser des gens imaginer des choses que l'entreprise n'avait pas imaginées. Alors que quand on met des tas de points de contrôle, bah finalement, on bride cette innovation parce qu'on crée les bornes. Mmh. Bon, donc déléguer, c'est un peu ça, c'est-à-dire je te donne de la responsabilité, mais en même temps, je vais te contrôler là-dessus, 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 là-dessus. Alors que empowerer, ça va beaucoup plus loin à mes yeux. Et alors tout peut pas être empowerer non plus, mais il faut le faire autant que possible. Et sur ces Totalement. sujets qui sont nouveaux, dès lors que les gens ont un état d'esprit qui est convergent avec ce qu'on a envie de faire, c'est pour ça que le mot intention est important. Voilà, il faut laisser cette liberté. Totalement. Et finalement, je trouve que aussi, et je reviendrai après sur les commentaires, mais juste pour finir cette petite parenthèse, ça revient aussi avec cette notion de culture du risque au final également. C'est-à-dire que si on empower les talents qui reprennent, qui vont porter le projet, c'est aussi cette notion de confiance, de se dire, bah, ils sont talentueux pour le faire, donc je leur laisse cette possibilité. Nous, je sais que ce qu'on fait beaucoup, et j'aimerais avoir du coup ton ressenti aussi dessus. Donc nous, quand on a justement alors c'est à petite échelle, mais pareil, des projets à lancer, des nouveaux produits, on a justement quelqu'un qui va être le porteur de projet, qui va vraiment le mener à bien, on va dire. Euh, et, et, euh, et si c'est parce que moi ça m'est arrivé, hein, j'ai finalement eu un projet qui n'a pas fonctionné. Et à la fin, comme c'était mon premier, c'est vrai que j'étais là, mais j'ai besoin de faire un moment en fait, ce qu'on appelle souvent un Rex, de se dire je viens avec mes idées et la personne, enfin mon manager me dit voilà, on fait un point sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et j'ai trouvé ça très important finalement de faire ce point ensemble et de faire un peu le bilan de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. Et c'est essentiel pour rebondir aussi, pour apprendre de ses erreurs. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose qui te semble aussi nécessaire, important, ou si tu as une autre idée de justement comment apprendre aussi donc pas forcément de ses erreurs, mais du test en fait qu'on a fait et pouvoir en tirer des conclusions. Ben oui, je pense que tu as tout dit. Je pense que enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a, pardon, qu'on a fonctionné, vraiment avec une notion de boucle courte, vraiment d'agilité et donc de, d'apprentissage. On passe son temps à apprendre, faire bouger l'offre, euh, observer les résultats, se réunir pour se dire bon qu'est-ce qu'on voit et puis on passe son temps. Ouais. Je crois que c'est ça le fameux management agile que tout le monde essaye de mettre en œuvre aujourd'hui, mais là aussi ça suppose des équipes commando, c'est-à-dire que l'agilité suppose de la liberté. Si on a une pyramide de contraintes avec des tas de gens à informer, etc., ça prend énormément de temps. Donc là aussi, il faut que l'entreprise laisse du champ. Ouais. Donc c'est pour ça que d'ailleurs l'intrapreneuriat de ce point de vue-là, ça c'est un point que je voulais souligner, mais suppose une forme de perméabilité, de malléabilité de l'entreprise. Il faut que l'entreprise se laisse accepte Mm. de laisser son, comment dirais-je, sa terre se transformer. Si on brûle toute initiative ou si on ne laisse pas de champ à des gens pour développer des initiatives, bah, ça ne se passera pas. C'est pour ça que, d'ailleurs, je suis convaincu que l'intrapreneuriat est vraiment facteur d'innovation et il faut déclencher chez les gens, arroser ces petites graines d'innovation qu'il y a partout dans l'entreprise. L'arroser, ça veut dire créer des, euh, des appels à projets internes, lancer plein de D'initiative et de. d'ini Ouais. pas Mm. d'initiatives, mais de moments, d'espace pour dire aux collaborateurs:
Maintenant, c'est votre tour, On vous allez-y, écoute. on vous écoute, créez, travaillez ensemble, imaginez des projets. Et ça, on l'a lancé, on l'a fait parce que c'est important et qu'on voit qu'il apparaissent des idées absolument incroyables. Et là-dedans, après, on met ses critères et on choisit, mais on montre à l'entreprise et aux collaborateurs qu'ils ont leur place pour être créateurs. Et combien de fois on est surpris. Donc ça, c'est extrêmement important, mais donc ça veut dire que l'état d'esprit de l'entreprise, la culture d'entreprise doit être ouverte. Si on Mmh. est dans une entreprise extrêmement pyramidale, qui ferme la porte par principe parce que on est dans l'exécution d'un plan et non pas dans quelque chose de plus ouvert, ben on n'ouvre pas cette porte à l'intrapreneuriat, à l'innovation. Totalement. Et je trouve que de plus en plus d'entreprises, en tout cas, je sais pas, j'aimerais beaucoup d'ailleurs avoir votre ressenti sur toutes les personnes qui nous écoutent. Déjà, est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi vous? Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Donc, moi, je vois un petit peu les entreprises dans lesquelles vous êtes, mais n'hésitez pas à nous donner votre ressenti aussi. Moi, je trouve que de plus en plus d'entreprises sont quand même relativement ouvertes à cette culture, à cet état d'esprit. Et en fait, elles ont compris surtout l'importance en fait d'être innovant et le bénéfice pour l'entreprise et le business au final. Nous, on voit beaucoup d'entreprises qui viennent dans nos locaux justement pour faire ces sujets un petit peu d'entrepreneuriat. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement voir ces talents qui ont été un peu repérés. Donc ça, c'est une notion que je voulais voir avec toi justement après, rebondir sur la question un peu de Christophe. Mais on a beaucoup de talents qui ont été repérés, qui viennent dans nos locaux, mais qui ont pas forcément, qui ont un peu peur parce que en fait, voilà, ils ont envie, ils se disent voilà, moi j'ai envie de sortir un peu de mon quotidien et d'être innovant, de chercher, de créer, d'apporter de la valeur à l'entreprise. Mais ça peut faire un peu peur. Donc voilà, ils sont accompagnés. Nous, on les accompagne aussi. Est-ce que toi, justement, quand tu parlais d'être coach, est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que c'est justement de l'accompagnement de ces entrepreneurs ou est-ce que c'est totalement différent au sein du groupe? Alors, on a aussi de l'accompagnement d'intrapreneurs puisqu'on soutient beaucoup l'intrapreneuriat avec des appels à projets. Mais ma partie coach, c'est un peu Totalement différent. différent. C'est vraiment du coaching individuel, de cadres, enfin, en général, voilà, qui ont besoin de retrouver des repères, qui peuvent avoir des moments un peu compliqués dans leur vie professionnelle, bref, qu'on accompagne à titre vraiment très personnel, au service de l'entreprise, mais au service d'eux-mêmes d'abord. Ok, Donc super. c'est pas le même coaching. Heu, Effectivement, c'est pas la notion. Je reviens aussi sur Sabrina qui nous dit on demande au manager d'être coach, mais lorsqu'il n'a pas de vision sur un sujet, on lui dit qu'il n'est pas manager. Donc finalement, être manager aujourd'hui, c'est pas simple. Alors la manière dont je l'entends en tout cas, Sabrina, de ce que je comprends, c'est euh, comment on fait pour être un bon manager quand finalement peut-être qu'on a beaucoup de personnes à manager et que on n'a pas forcément de visibilité sur ce que chacun fait, effectivement, parce qu'on était dans cette notion de éviter les reporting, les OKR, essayer de donner plus d'espace et de liberté aux managers. Est-ce que tu as un point de vue peut-être sur ce sujet, François? Est-ce que des conseils à donner à Sabrina pour être un bon manager coach, mais quand on n'a pas de vision de ce que font les équipes? hem Alors je sais pas si j'ai bien compris, la question en fait, pas forcément la tienne, mais celle de Sabrina. Donc Sabrina, si vous pouvez, préciser, n'hésitez pas ou intervenir à l'oral, je sais pas si c'est possible. Hem, alors après, chacun a sa pratique du management. Moi, j'ai une pratique qui est à la fois collaborative et surtout, j'essaye d'être coach au sens de libérer l'énergie, individuelle de chacun, comme je l'ai déjà beaucoup dit. Donc, à chaque fois que j'ai été manager, j'ai presque été, je crois, manager toute ma vie, de petites ou de grandes équipes, mais au fond, ce que j'aime, c'est faire en sorte que, c'est l'empowerment dont j'ai parlé tout à l'heure. Dire: «Bah, tiens, toi, tu as du potentiel là-dessus, vas-y, et prends du champ et prends des initiatives. Informe-moi, si tu es pas sûr de moi, on en parle, de toi, on en parle, mais vas-y, avance». De toute façon, j'ai tellement souvent observé que la vérité n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des intuitions, il peut y avoir des interdits, mais après, il y a plein de façons d'arriver à un bon résultat.
Donc la méthode unique n'existe pas, j'en suis sûr. Donc c'est pas une science. Donc puisque c'est pas une science, par définition, il y a plein de façons d'arriver au sujet. Donc le manager directif, pour moi, n'est pas un bon manager. Alors après, la question de la vision, pour moi, c'est majeur. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on confie une responsabilité managériale d'une équipe, donc d'un projet, il doit avoir, et en général, il a une vision, une projection. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Ouais. On se crée une boussole, un cap, une ambition, un rêve. Bon, on va plus ou moins loin, mais voilà. Alors c'est là que le côté intrapreneurial peut jouer, c'est-à-dire que dans son rêve, on peut avoir un rêve de transformation, mais on peut aussi avoir juste l'ambition de porter le projet à tel niveau. Si le manager ne porte pas son équipe vers quelque chose, c'est compliqué d'être un bon manager complet parce que bah, on fait pas rêver, on est dans l'administration quelque part. C'est-à-dire qu'on fait rouler quelque chose qui tourne déjà, bon, bref, et on est là pour mettre des cadres, sanctionner, bon. Mais on n'est pas là pour créer de l'aspiration, Mm. de l'envie, de la motivation. Donc je trouve que c'est un peu limitatif ou limité. Donc c'est vrai que cette vision est importante. Maintenant, je suis pas sûr d'avoir répondu à la question de Sabrina. Bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris. Sabrina, n'hésite pas à rebondir. Je pense qu'effectivement, c'est hyper important quand on est. Enfin, non, du coup, c'est comme tu disais, c'est pas une vérité ou une science. Et la motivation, ça passe par une vision claire, une ambition et de transmettre cette vision à ses équipes. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager aussi, comme il reste quelques minutes. N'hésitez pas à poser vos dernières questions dans le chat. Moi, je voulais rebondir sur cette. On passe un peu sur le sujet manager, mais c'est vrai que ça a l'air d'intéresser, donc je me permets d'en parler aussi. Je ne sais pas, François, si tu connais ou si c'est quelque chose dont tu avais déjà entendu parler, des 5 langages de la reconnaissance. Ça existe côté plutôt vie personnelle, les 5 langages de l'amour. Et moi, je sais que quand j'ai été justement recrutée chez Lyon, ma manager m'avait dit Zoé, j'aimerais bien connaître ton langage de la reconnaissance. Et moi, qui avais eu des expériences au préalable plutôt des expériences avec des managers où on n'avait pas vraiment une relation, j'avais pas vraiment justement ce manager qui vous donne une vision, qui vous motive, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce langage de reconnaissance? Je dis, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que je ne sais pas trop de quoi tu parles. Et elle me dit, les langages de reconnaissance, c'est comme les langages de l'amour, finalement, c'est voilà, dans une relation donc, du coup, professionnelle, de quelle manière tu aimes être reconnu dans ton travail. Et donc, ces 5 langages, ça va être voilà, les paroles valorisantes. Donc, dire à son manager bravo pour le travail que tu as fait. Voilà, dire devant tout le monde aujourd'hui, Zoé, elle a fait tel projet et elle l'a mené à bien. Et franchement, bravo pour ça parce que c'était génial. Il y a les moments privilégiés. Ça va être écoute Zoé, franchement bravo pour le projet que tu as mené. Viens, on va boire un café à côté et parler de tout ça que toutes les deux. Et ça va être François, bravo pour la dernière réunion qu'on a fait. Et du coup, il va y avoir c'est des cadeaux. Donc, dans les cadeaux, il y a aussi les primes. Mais voilà, c'est différents langages. Et en fait, je trouve ça hyper important de savoir déjà, nous, la manière dont on aime voilà, recevoir être reconnu. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire, en tant que manager, on n'applique pas son langage de la reconnaissance. Parce que finalement, vous voyez, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, une de mes managers elle, son langage, c'est les paroles valorisantes. Et en fait, du coup, elle disait tout le temps devant tout le monde, bravo Zoé, bravo, franchement. Et moi, en fait, vu que je suis plutôt de nature introvertie, ça me mettait mal à l'aise. Et un jour, je lui ai dit, voilà, j'avoue que je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça parce que j'ai l'impression qu'on m'expose trop. Et c'est important, enfin voilà. Et on a eu cette discussion. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant et important finalement de se dire comment on communique, comment on valorise la personne. Et ces 5 langages de reconnaissance, du coup, m'ont bien fait sourire parce que finalement, c'est hyper important de se connaître, savoir comment les autres aiment être connus et du coup, appliquer un peu le langage de l'autre. C'est un petit tips que nous, on a eu. Je ne sais pas si tu connaissais, François, ou si ça te parle. En tout cas, si tu le faisais inconsciemment, peut-être. Écoute, c'est quelque chose qui me parle, bien sûr. C'est
je pense que c'est quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui, cette importance de la reconnaissance et de la reconnaissance bienveillante. Le mot bienveillance est devenu très à la mode. C'est drôle d'ailleurs comme, il y a 20 ou 30 ans, c'était pas du tout un sujet parce qu'on était dans un mode de fonctionnement beaucoup plus autoritaire ou un peu plus uniforme avec quelque chose de plus normé et c'était très accepté. Aujourd'hui, on pousse beaucoup à l'épanouissement individuel et c'est tant mieux et donc la reconnaissance fait partie de ça et donc on demande aux managers d'être effectivement dans cette reconnaissance. J'aurais voulu dire juste un point, qui est un petit travers de ça, c'est-à-dire, quelque chose que je constate, en tout cas c'est vraiment là aussi, une observation personnelle, c'est que, au fond, c'est quand même plus facile de dire ce qui va que de dire ce qui va pas. Alors, quand on exprime il y a des gens qui sont des râleurs et qui n'expriment que ce qui va pas. Mmh. Évidemment, c'est pas du tout souhaitable. Il faut pas tomber dans l'excès inverse Ah et de ne oui. faire que du reflet positif et de garder pour soi, les reflets négatifs. C'est-à-dire de dire: «Non, ça je peux pas lui dire», Ah non, et si on totalement, passe ouais. son temps à dire, «Merci, c'est beau, bravo, c'est bien, c'est génial, oh, c'est extraordinaire», avec une inflation de superlatifs ou de mots excessifs pour dire: «C'est formidable tout ce qui se passe», c'est bien, mais il y a un risque, c'est que finalement, on soit pas vrai et qu'on n'ose plus aller vers l'autre en disant: «Tu vois, voilà ce que je ressens». Moi, je suis un grand, grand adepte de Marshall Rosenberg et de la communication non violente parce que je trouve que c'est juste juste au sens, voilà, propre du mot, et très inspirant sur la relation apaisée des gens, justement pour dire autant le reflet positif, que le reflet négatif ou en tout cas, un feedback vrai, exprimant un besoin profond. Oui. Heu et donc c'est important d'être dans cette justesse de relation. Ça peut pas être que de la reconnaissance positive et parfois, tu vois, ce que tu mentionnes là peut inciter un certain nombre de gens à dire: «Ah oui, oui, il faut que, voilà, il faut que je dise tout le temps, bravo, c'est bien» et puis en fait on sait plus dire: «Oui, mais là». Non, non, totalement. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est vrai que j'ai mentionné ce langage de la reconnaissance, mais c'est un équilibre à avoir. Et mon propos n'était pas, d'ailleurs, je précise du coup pour pas que ça soit mal interprété, c'est pas seulement dire quand ça va bien, il faut aussi dire quand ça va pas. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être où, bah, ça dépend des personnalités, je pense, mais finalement, moi, je trouve qu'avoir une hygiène de feedback régulier permet justement de pouvoir dire les choses. Et il y a toujours une méthodologie de le dire. Il faut savoir quand même poser des faits pour dire un feedback. C'est pas seulement bon, ce que tu as fait c'était hyper bien, ce que tu as fait c'était nul. C'est vraiment essayer de poser des faits pour pouvoir construire son feedback et que ce soit plutôt que juste dire c'était bien ou c'était nul. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut un équilibre pour sûr. C'était voilà une petite juste sur le côté positif, en tout cas, il y a cette méthodologie-là, mais effectivement, il ne faut pas oublier quand même qu'il faut des feedbacks constructifs aussi également. Je me permets juste, si jamais voilà, vous avez des dernières questions, comme on arrive à la fin de ce webinaire et je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. On a un peu débordé sur le sujet du management, mais je trouvais ça hyper intéressant finalement parce que François, tu as aussi une belle expérience de ce côté-là. Surtout que voilà, si tu nous dis que tu coaches aussi des gens en interne sur ce sujet, c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Et pour finaliser, est-ce que tu vois, tu aurais quelques conseils aux dernières personnes qui sont avec nous, si tu devais délivrer un message pour justement motiver les personnes qui nous écoutent à se lancer dans un projet intrapreneurial, est-ce que tu aurais voilà une dernière parole, quelque chose, des conseils à transmettre pour booster les participants? Oh, je sais pas, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Moi, je retiens, vraiment 3 mots, qui me paraissent clés, mais on pourrait en trouver, 3 autres ou 10 autres, qui seraient aussi importants. D'abord, c'est toujours de comprendre l'entreprise, ce qui veut dire, se faire un réseau, ce qui veut dire comprendre son marché, ce qui veut dire comprendre ses clients, ce qui veut dire, donc bien comprendre. Pas se lancer avec une compréhension, insuffisamment fine, précise, des enjeux. La deuxième chose, c'est oser, c'est-à-dire oser, c'est
prendre le risque, c'est s'exposer, c'est finalement, sortir de sa zone de confort. C'est, voilà, donc oser, ça me paraît extrêmement important. C'est aussi très libérateur d'oser. C'est aller au bout de son envie profonde, hein. Donc oser et puis ensuite c'est être vrai, c'est-à-dire, être toujours en accord avec soi-même, ne pas faire ça en posture. C'est pas ne jamais faire quelque chose en se disant: «C'est bon pour mon image, c'est bon pour ma réputation, c'est bon pour, ce qu'on va penser de moi». C'est non, c'est ça doit pas ça c'est une récompense, mais c'est pas un moteur. Donc le moteur, ça doit être juste son alignement personnel. Qu'est-ce qui m'épanouit? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me remplit? Et une fois qu'on a ça, après on avance et puis, l'intelligence et le sens du et comment dirais-je? Voilà le sens pratique fera le reste. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas François. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet échange et surtout ce partage de ton expérience, de ton retour. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes à noter. J'espère que ça vous a tous inspiré autant que moi et que voilà vous en tirez des conclusions sur votre projet ou juste si vous êtes venu pour inspiration, bah voilà que ça vous a donné de l'inspiration. Merci à tous. Et voilà, j'espère vous retrouver. On fait d'autres webinaires, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, à me contacter. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. Et merci encore beaucoup François pour ton temps, pour ton partage. Et j'espère à très vite, peut-être dans nos locaux, cette fois en présentiel. Merci à Merci, tous. merci Zoé, bravo pour ton talent d'animatrice. Bah, merci. Merci à tous et à très vite. Bonne journée à vous. Au revoir.